Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. On a du mal à se figurer ce qu'aura été, à la fin de l'année 1897, le triomphe de cette pièce demeurée un mythe, Cyrano de Bergerac. Ce qui est incroyable, c'est que au moment où le rideau allait se lever, le principal acteur Coquelin aîné a fait des reproches à l'auteur Edmond Rostand. Mais enfin, dans quoi m'avez-vous entraîné, mon cher maître? Et à ce moment-là, Edmond Rostand lui a dit « Oh, je suis tellement confus, je n'aurais jamais dû vous emmener dans cette aventure. » Eh bien, 2h30, 3 heures plus tard, c'était le succès, que dis-je, le succès, le triomphe, applaudissements, hurlements survoltés. On n'a pas arrêté de faire monter et descendre le rideau pour des rappels et des rappels encore, au point d'ailleurs que la machinerie a fini par se bloquer, et ça a duré comme ça. Et le lendemain, Edmond Rostand était devenu célèbre. Et alors quand je dis célèbre, ce qui était incroyable, c'est que lorsqu'il se déplaçait, lorsqu'il allait quelque part, tout s'arrêtait, un peu comme on l'avait connu du temps de Victor Hugo, si vous voulez. Et évidemment, avalanche de compliments et de louanges dans les journaux, des lettres, des télégrammes, des petits bleus, comme on disait à l'époque. Voici par exemple le message envoyé par Georges Courteline. C'est prodigieux, vraiment. Et ce matin, je suis encore tout ébloui de cet éblouissement. Ce n'est pas le succès, c'est le triomphe lui-même. J'en suis aussi heureux que vous, et je pense que ce n'est pas peu dire. Vous vous rendez compte, quand c'est Courteline qui écrit cela, pour Edmond Rostand, l'heure est venue de l'extrême consécration et de la popularité invraisemblable. J'ai appris, nous dit son fils aîné Jean Rostand, le grand savant par ailleurs, j'ai appris par lui ce qu'était la gloire, dira Jean Rostand, se rappelant son père et en donnant un témoignage. On ne se rend plus compte de ce qu'a été la célébrité de mon père. C'était une sorte de fétichisme. On assaillait sa voiture, on lui faisait des ovations à son arrivée à Paris. Il ne pouvait pas aller dans un théâtre sans qu'on fasse cercle autour de lui. On ne trouverait actuellement un engouement aussi extraordinaire que pour les idoles de cinéma ou de la chanson. Mais aucun poète, aucun écrivain moderne ne susciterait un tel enthousiasme. Et en même temps, nous dit Jean Rostand, son père était un homme relativement retiré du monde. Il n'aimait pas la mondanité, il n'aimait pas tout ce qui allait avec cette gloire. Je cite encore Jean Rostand. Ce que j'ai vu de mon père est tellement contraire à la légende qu'on a pu donner de lui. Il fuyait la réclame et la foule. Il avait horreur des directeurs de théâtre, des cabotins et des journalistes. Je l'ai connu solitaire, aimant la campagne et mal rasé. Il était furieux quand les acteurs venaient. Sarah Bernard, entre autres. Oh, je ne dis pas qu'il n'aimait pas Madame Sarah. Il lui était reconnaissant, comme à Coquelin, d'avoir très bien joué l'Aiglon. Mais dès que Sarah ou Coquelin annonçaient leur venue, c'était un drame. Ils savaient qu'ils venaient pour réclamer un rôle, une tirade. J'ai toujours vu mon père assailli par des gens qu'il ne voulait pas voir. Et c'est vrai que l'immense succès de Cyrano de Bergerac va donner à Edmond Rostand une sorte d'importance qu'il a du mal dans la pratique à supporter. Alors très vite, il se relance dans une autre pièce et il va parvenir à écrire l'Aiglon en très peu de temps. D'ailleurs, il lui faudra un peu plus d'1 an pour achever cette pièce qui pourtant était une pièce très longue, une pièce en 6 actes. Ce n'est pas très fréquent, les pièces en 6 actes dans le répertoire du théâtre français. Dès 1899, il a réussi quand même à monter toute cette affaire et il a réuni les 2 plus grands comédiens de l'époque, Lucien Guitry qui a accepté de jouer le rôle de Flambeau et puis pour jouer l'Aiglon lui-même dans un rôle travesti qui lui allait formidablement bien, Sarah Bernard en personne avec de nouveau un très grand succès. Et c'est pendant la Générale, le 15 mars 1900, Générale qui est totalement triomphale,
qu'Edmond Rostand se dit qu'il va devoir s'installer un peu à la campagne. Il est très fatigué par le travail intensif des derniers mois, par des répétitions qui ne se sont pas bien passées. Il a contracté une pneumonie et ses médecins lui disent qu'il faut absolument qu'il aille à la campagne. Quelle campagne ? Eh bien, il va se diriger vers le Pays Basque. Il est bien loin d'imaginer à ce moment-là qu'il va y rester au Pays Basque. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite Georges Poisson qui raconte tout ça très bien. Il se vit recommander une station du Pays Basque alors conseillée aux poitrinaires. C'était Cambo. Accompagné de sa famille, quand Georges Poisson nous dit de sa famille, il pense notamment à l'épouse d'Edmond Rostand, Rosemonde Gérard, qui était la petite fille naturelle du maréchal Gérard, qui était descendante de Madame de Genlis, qui était elle-même poétesse d'ailleurs, une personne assez extraordinaire, Rosemonde Gérard, qui à l'époque était une très jolie femme, très présente dans le monde. Je ferme ma parenthèse. Accompagné donc de sa famille, nous dit Poisson, Rostand arriva dans la petite ville pyrénéenne en novembre 1900 et goûta vite le charme du pays qu'il comparait au Luchon des étés de son enfance, Luchon où il avait d'ailleurs connu Rosemonde. De longues promenades sur les pentes ou sur les bords de la rivière l'enchantèrent en raffermissant sa santé et il décida bientôt de ne plus s'éloigner des montagnes mauves et de la Nive bleue. Les montagnes mauves et la Nive bleue, c'est comme ça que Rostand lui-même décrit ce paysage qui va le prendre au cœur, littéralement. Et évidemment, à Paris, on commence à s'impatienter, d'autant plus qu'il est candidat à l'Académie française et que l'immense succès qu'il vient de connaître, lui, le désigne tout naturellement pour l'Académie. Et c'est le directeur du grand journal Gil Blas, Pierre Mortier, qui lui demande « Mais enfin, cher maître, mais que faites-vous dans ces montagnes ? Paris entier vous attend. » Et voici ce que lui répond Edmond Rostand. « Ce que je fais, monsieur ? Des courses dans les bois, à travers des ronciers qui me griffent les manches, le tour de mon jardin sous les arceaux de branches, le tour de ma maison sur un balcon en bois. Lorsque les piments verts m'ont donné soif, je bois de l'eau fraîche. En prenant la cruche par les hanches, j'écoute, lorsque l'heure éteint les routes blanches, le soir plein d'angélus, de grelots et d'abois. Ce que je fais quelquefois une lieue pour aller voir plus loin si la Nive est plus bleue. Je reviens par la berge, et c'est tout, s'il fait beau. S'il pleut, je tambourine à mes vitres des charges. Je lis en crayonnant des choses dans les marges. Je rêve, je travaille. Vous écoutez Radio Classique. Le 30 mai 1901, ça y est, il est élu triomphalement à l'Académie française, Edmond Rostand. Alors bien sûr, il revient à Paris pour l'occasion, il est fêté, il est adulé partout, je vous dis, on veut le voir et le toucher. Et puis il décide de rentrer chez lui au Pays Basque. Et l'accueil de Cambo est encore plus vibrant que celui de Paris. C'est assez extraordinaire, d'ailleurs, ce qui se passe. Il est accueilli à l'entrée du village par tout un essaim de cavaliers. On le fait monter dans une sorte de landau qui a été prévu pour un triomphe romain, un landau qui roule sur des jonchés de fleurs, au milieu de salves, de coups de fusil de ces Basques qui applaudissent à tout rompre celui qui est devenu leur héros, littéralement. Et on comprend qu'il s'installe là, on comprend qu'il veuille trouver son séjour, le séjour de ce qu'il considère ou envisage comme sa retraite ici à Cambo-les-Bains. Il achète donc un domaine. Alors, une fois qu'il a pris sa décision, tout doit aller vite. L'acte d'achat est signé le 15 juillet. Alors, il faut trouver un architecte et Edmond Rostand va faire appel à l'homme qui avait construit la caisse d'épargne de Marseille, Albert Tournaire. Et dès la première quinzaine d'août 1902, Tournaire débarque. Rostand se réjouit qu'il ait, je cite, « si merveilleusement compris le projet de maison et de jardin qu'il rêve ».
Le 15 octobre, le plan est dressé. C'est un géomètre de Constantine qui a fait tout le plan du domaine. On commence à organiser un petit peu l'espace. On trace les grands axes, si vous voulez, les chemins, la position de la maison un peu excentrée vers l'éperon pour dégager un grand espace qui deviendra un jardin régulier, une sorte de jardin à la française en plein Pays Basque. Et la demeure, c'est une maison basque, bien sûr, mais une maison basque d'une taille, d'une échelle totalement inhabituelle. C'est une sorte de palais basque que va se faire construire Edmond Rostand. Les plans sont prêts dès mars 1903. On choisit les entreprises, il faut évidemment tous les corps de métier. Et ça y est, on nivelle déjà le terrain. Les travaux peuvent commencer. C'est Paul Faure qui raconte, je le cite. Il y a tant d'ouvriers sur ce plateau encore si récemment sauvage qu'on ne sait si c'est une maison qu'on édifie ou bien une ville. Cette foule d'hommes occupés à piocher, défoncer, planter, cette procession de tombereaux qui ne cesse de déverser de la terre, ces monceaux de pierre, ces treuils, ce charroi continu, ce va-et-vient des contremaîtres donnant des ordres, tout cela rappelle par l'activité, par la rapidité, par les transformations à vue d'œil des lignes et des aspects, les travaux de la dernière exposition universelle qui, du jour au lendemain, métamorphosait un quai en sentier de jardin, faisait pousser des palais en quelques nuits, plantait en quelques semaines une allée de vieux arbres. C'est un travail colossal qui est en train de se mettre en place. Et si la maison est une maison gigantesque, 40 pièces, un grand hall incroyable, des salons, enfin, on est en train, je vous dis, de construire un palais, tout simplement. Un palais, alors la maison est quand même à colombage, avec le grand toit à double pente basque. Si la maison est extraordinaire, que dire des jardins absolument inouïs, des arbres incroyables. Il y avait déjà des arbres centenaires, mais on a mis, pour essayer de donner un peu de relief à tout ça, on a ajouté des arbres adultes qui ont été prélevés dans un parc qui n'était pas trop loin. On a créé tout un sous-bois avec des massifs d'hortensia bleus, de rhododendrons mauves, de lauriers roses, etc. Et puis des trouées, et puis de grandes allées, une perspective centrale assez extraordinaire. Et l'équipe de jardiniers qui est là se lance dans un programme de plantation tel que dans la région, on n'en avait bien sûr jamais vu. Alors, il faut quand même payer tout ça. Bien sûr que Cyrano rapporte et que l'Aiglon est un succès, mais Rostand, maintenant, doit se montrer à la hauteur de sa réputation et profiter du beau séjour qu'il s'est fabriqué au Pays Basque pour continuer, pour progresser dans son œuvre. Alors, il faut un sujet. Et ce nouveau sujet de pièce, c'est Cambo-les-Bains. C'est le paysage basque qui va le lui fournir. Je cite Poisson de nouveau. Se promenant dans l'allée, une sorte de maille qui est une des gloires de la ville de Cambo, Rostand poussait parfois jusqu'à la route d'Espelette et il tomba un jour en arrêt devant la ferme Miremont. Là, une cour négligée, surplombée d'une lucarne vers laquelle les poules grimpaient par une petite échelle, un chien dans sa niche, un oiseau dans sa cage, des volailles allant et venant, une brouette renversée, et tout à coup, surgissant d'on ne savait où, dans son habit éclatant, cambré, impérieux, un coq. Devant cet humble et quotidien spectacle, l'auteur eut l'idée de la pièce qu'il en tirerait en le transcendant. Une pièce au sujet étrange, il faut bien l'avouer, mais profondément nouveau, et dont tous les personnages seraient des animaux, et dont le héros reprendrait le nom du coq du roman de Renard, Chanteclair. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Jean Rostand, le fils aimé d'Edmond. Vous savez qu'il avait plus de problèmes avec Maurice, qui était un peu l'enfant de sa mère, d'une certaine manière. Voici ce que nous dit Jean. Aurait-il écrit Chanteclair si on ne l'avait pas envoyé à la campagne ? Chanteclair a pour décor la campagne basque. Tout peut y être identifié, les hiboux qu'on y entendait la nuit, les coqs qui nous réveillaient. Je ne peux pas imaginer que mon père n'aurait pas fait sans Cambo un équivalent de Chanteclair, car après les pièces historiques où il avait mis un peu de lui-même,
il avait envie de se mettre entièrement dans un drame. Le drame du poète et de l'artiste incompris, c'est curieux. Cet homme qui avait atteint une telle gloire se sentait incompris. Et c'est toute la question, d'une certaine façon, d'Edmond Rostand. C'est l'homme qui aura passé sa carrière à raconter des échecs, des frustrations, des impossibilités. La famille s'est donc installée en 1906 à Arnaga. Elle a emménagé dans cette maison qui était encore pleine d'ouvriers à l'époque. Alors évidemment, une grande partie des décors, des œuvres d'art, du mobilier, tout ça a été mis en place par Rostand, et aujourd'hui, il en reste seulement quelques vestiges. Enfin, on a quand même beaucoup de choses, mais pas tout, bien sûr. Je me rappelle, et ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais enfant, avoir visité Arnaga et avoir découvert la fameuse pendule qu'avait installée Edmond Rostand avec 14 divisions au lieu de 12, et c'était, disait-il, pour sonner midi à 14 heures. Voilà le genre de choses qui l'amusait. N'oubliez pas qu'on était à la belle époque quand même, et qu'il y a cette espèce d'esprit un peu particulier. Alors, au rez-de-chaussée, vous avez le grand hall à colonnes de marbre avec son décor mural inspiré de la fête chez Thérèse de Victor Hugo à Gaston Latouche, le peintre qui était tout à fait en vogue à l'époque. Rostand, d'ailleurs, va consacrer beaucoup de temps à trouver les bonnes peintures au bon endroit. Il se plaît, cette ville-là, en quelque sorte, c'est une œuvre, et peut-être, après tout, est-ce l'œuvre dans laquelle il a mis le plus de lui-même. Il était heureux dans cette maison. Alors évidemment, il faut imaginer les grandes bibliothèques, le grand bureau, lui qui en vérité écrivait sur un tout petit bureau dans un petit coin, des chambres invraisemblables alors que la sienne était tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis partout, ce goût, belle époque pour les grandes nudités, notamment un jour il trouve le curé de Cambo qui est en train de contempler des femmes nues comme ça, qui sont sur un des grands décors d'Arnaga. Oh, monsieur le curé, c'est peut-être un peu trop mythologique pour vous, lui dit Edmond Rostand. Oh, mais pas du tout, cher maître, répond le curé. Je croyais connaître les saisons, je savais combien Dieu les avait faites belles, mais j'ignorais qu'elles étaient si jolies. À l'autre extrémité du hall, vous avez la salle à manger que Rostand avait voulu d'un style qui soit la synthèse entre le Louis XIV et le Louis XVI. Ça ne s'invente pas. Après tout, on est dans l'époque éclectique. Mais tout ça très riche, grandiose, avec une grande fontaine en rocaille, encore des colonnes de marbre et un dessus de porte du même Gaston Latouche représentant les 4 éléments. Et cette salle à manger, elle amène au petit bureau qui est empire, avec des lambris, des bibliothèques de citronniers, tout ça avec des petites colonnettes, un mobilier largement garni de bronze, de style empire lui aussi. C'est la pièce qui s'ouvre sur la verdure et que Rostand était censé utiliser pour y trouver l'inspiration. On sait qu'il n'écrira jamais en vérité dans ce bureau. Et puis, les jardins, toujours ces jardins extraordinaires, tels que le poète lui-même les avait dessinés. Alors là encore, beaucoup de fioritures, beaucoup de citations, si je puis dire, presque un côté pastiche, mais la volonté de faire grand et noble et beau, et la volonté de faire ici, dans cette région, dans ce Pays basque, une sorte d'hommage vibrant à la France qu'il aimait. Ce qui va être la plus grande réussite, somme toute, d'Arnaga, c'est d'avoir été le cadre de l'éducation des 2 enfants d'Edmond, c'est-à-dire de Jean et de Maurice. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite une dernière fois Jean Rostand. « Nous habitions alors, tout au début du siècle, à Cambo. Mon père était malade, très délicat, très fragile. Ma mère, Rosemonde Gérard, le couvait. Il avait à peine le droit de faire un petit tour dans le jardin. Il ne travaillait pas, ça lui était interdit. Il avait fait construire à Cambo cette maison somptueuse avec ce magnifique jardin, une espèce de Versailles. On se demande pourquoi. Il n'invitait jamais personne. Une seule exception, une fois Pierre Loti.
Ce décor m'a toujours étonné, étant donné la simplicité, je dirais même l'austérité monacale de la vie que menait mon père. Il vivait dans une petite chambre qui n'avait rien de luxueux et travaillait dans son lit. Il avait bien un superbe cabinet de travail et une bibliothèque de 12 mètres de hauteur, mais jamais il n'y a travaillé. Vous aurez peut-être compris que le principal trait de caractère d'Edmond Rostand demeurera le paradoxe. Vous écoutez Radio Classique.